Pendant des décennies, Juliette Binoche a captivé le public avec ses performances envoûtantes et sa beauté troublante. De rôle primé à des moments de pure humanité à l'écran comme en dehors, elle est devenue une icône du cinéma français et un symbole de force et de vulnérabilité. Mais malgré tout son succès public, la vie personnelle de Binoche est restée un mystère, une énigme enveloppée de rumeurs, de romances murmurées et de rares aperçus de son cœur. Aujourd'hui, à l'âge de 61 ans, dans un moment de franchise inattendue, elle révèle quelque chose qui stupéfie aussi bien ses fans que ses proches. Après toutes ces années, après tous les hommes qui ont traversé sa vie, il y en a un qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Un homme qui, malgré les ruptures, la distance et le passage du temps, occupe encore une place sacrée dans son âme. Alors, qui était cet amour insaisissable? Et pourquoi, après des années de silence, Juliette a-t-elle enfin choisi de parler? Déroulons ensemble l'histoire d'amour méconnue de Juliette Binoche, une histoire marquée par la passion, la douleur et un désir qui ne s'est jamais vraiment éteint. La femme derrière le rideau. Juliette Binoche a toujours occupé une place rare dans le cinéma, un espace où le génie artistique rencontre la vulnérabilité émotionnelle. Elle ne se contente pas de jouer des personnages, elle les habite. Qu'elle parle français, anglais ou polonais à l'écran, Binoche transcende les barrières linguistiques pour transmettre quelque chose de bien plus puissant. La vérité. Dès les débuts de sa carrière, il était clair que Juliette n'était pas simplement un joli visage de plus dans l'industrie cinématographique française. Elle possédait une intelligence émotionnelle qui lui permettait de s'immerger dans ses rôles avec une profondeur désarmante. Sa percée a eu lieu dans les années 1980 avec Rendez-vous réalisé par André Téchiné, un récit envoûtant d'amour et de perte. Ce fut la première occasion pour le public de découvrir le paradoxe Binoche. À la fois fragile et forte, brute et élégante, tout cela en un seul être. Mais c'est sa collaboration avec le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski dans l'iconique Trois couleurs, bleu qui l'a propulsée au rang de légende du cinéma. Dans ce film, elle incarne Julie, une femme en deuil après la mort de son mari et de sa fille dans un accident de voiture. Le rôle demandait plus qu'une simple performance. Il exigeait une honnêteté à nu. Et Binoche a livré cette vérité. Chaque regard, chaque silence devenait une fenêtre sur le paysage intérieur du chagrin. Le film lui a valu la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise et a solidifié sa place parmi les actrices les plus importantes de sa génération. Elle a ensuite enchaîné avec des rôles aussi variés que stimulants. Dans Le Patient anglais, elle interprète Anna, une infirmière franco-canadienne installée dans un monastère abandonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film a remporté 9 Oscars, dont celui du meilleur film, et Binoche elle-même a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Malgré la présence d'un casting prestigieux, elle s'est distinguée par une interprétation lumineuse et retenue qui exprimait toute la force et la tristesse d'une femme marquée par la guerre. Chocolat lui a apporté une reconnaissance différente. Dans cette comédie romantique teintée de magie, elle joue Vianne Rocher, une mère célibataire qui ouvre une chocolaterie dans un village français conservateur pendant le carême. Ce rôle a révélé l'étendue de son talent. Binoche pouvait non seulement porter des drames émotionnels lourds, mais aussi insuffler chaleur, humour et sensualité discrète à des œuvres plus légères. Le film lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars et a élargi son rayonnement à l'international. Mais Juliette Binoche n'a jamais choisi ses rôles en fonction de leur potentiel commercial ou de la célébrité. Elle a refusé d'innombrables offres de blockbusters au profit de projets plus modestes et risqués qui lui permettaient d'explorer des territoires émotionnels complexes. Des films comme Copie conforme, où elle donne la réplique à William Schimmel dans une exploration nuancée de l'identité et de l'illusion signée Abbas Kiarostami, ont montré son attachement profond au cinéma comme quête intellectuelle et émotionnelle.
Ce rôle lui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, faisant d'elle l'une des rares actrices à avoir remporté les 3 plus grands prix européens d'interprétation, à Cannes, Berlin et Venise. Ce qui distingue Binoche, ce n'est pas seulement sa capacité à incarner le chagrin, le désir ou la résilience. C'est l'authenticité qu'elle insuffle à chaque rôle. Les réalisateurs louent souvent son approche intuitive du jeu, sa manière de rejeter les répétitions au profit d'une découverte spontanée de la vérité sur le plateau. C'est un numéro d'équilibriste que peu d'acteurs osent tenter. Mais pour Binoche, cette tension est le lieu même où la magie opère. Une partie de cette magie provient d'une vie marquée par la réflexion silencieuse. Élevé dans une famille baignée d'art, son père était sculpteur et metteur en scène, sa mère actrice, la voie de la scène semblait presque inévitable. Pourtant, ce n'était pas un héritage joyeux. Après le divorce de ses parents, alors qu'elle n'avait que 4 ans, elle fut envoyée avec sa sœur dans une pension catholique. Cette fracture émotionnelle précoce a laissé des traces profondes. Dans ses interviews, elle décrit son enfance comme une expérience de déracinement, ballottée entre 2 réalités émotionnelles, le monde expressif et vibrant de l'art et celui, rigide et solitaire, de l'éducation institutionnelle. Ces forces opposées ont forgé sa vision du monde et, en retour, son approche du métier. Comme elle l'a un jour confié, elle n'a jamais eu le sentiment d'être complètement protégée, ni en amour, ni dans la vie. Ce sentiment de vulnérabilité constant est devenu la sève de ses performances. Contrairement à bon nombre de ses contemporains, Binoche a toujours farouchement protégé sa vie privée. Elle parle rarement de ses relations, même lorsqu'elle a été en couple avec des personnalités médiatiques, comme le réalisateur Léos Carax ou l'acteur Benoît Magimel. Elle ne troque pas ses drames personnels contre des gros titres. Elle préfère canaliser cette énergie émotionnelle dans son art. Pour Binoche, jouer n'est pas une carrière, c'est une vocation. C'est sa manière de comprendre le monde, de confronter ses blessures et de créer du lien avec les autres. Une partie de moi a toujours été en mode survie, a-t-elle un jour confié. Cet instinct de survie l'a peut-être rendue prudente en amour, mais il l'a aussi rendue intrépide en art. Aujourd'hui encore, alors qu'elle continue à collaborer avec des cinéastes audacieux et à relever de nouveaux défis, y compris son récent rôle de Coco Chanel dans The New Look, Juliette Binoche prouve que le véritable art ne réside ni dans la gloire ni dans la fortune. Il réside dans l'honnêteté. Et pour Binoche, le travail le plus honnête se fait derrière le rideau, là où le jeu devient une forme de protection, et la vulnérabilité une force. Peut-être n'a-t-elle jamais pu s'abandonner pleinement à un homme dans la vraie vie, mais elle s'est abandonnée, encore et encore, à la vérité de ses personnages. Et ce faisant, elle a offert au monde quelque chose de bien plus durable qu'un simple fait divers. Un héritage de génie cinématographique qui survivra à toutes les histoires d'amour éphémères. Le réalisateur qui a allumé l'étincelle. En 1986, le monde du cinéma assista à la naissance de l'une des collaborations les plus électrisantes du cinéma français. Une collaboration qui brouillait les frontières entre l'art et la vie, le génie et la folie, l'amour et le chagrin. Juliette Binoche, alors âgée de seulement 22 ans, fut choisie pour jouer dans Mauvais sang de Léos Carax, un jeune cinéaste dont la réputation devenait déjà légendaire pour son intensité et son imprévisibilité. Leur rencontre allait s'avérer être l'une des expériences les plus déterminantes de la vie de Binoche, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. Carax, souvent décrit comme l'enfant terrible du cinéma français, était un mélange volatile de génie artistique et de mystère émotionnel. Il ne se contentait pas de réaliser des films, il orchestrait des symphonies émotionnelles, exigeant souvent de ses acteurs qu'ils dépassent largement la surface de leur rôle. Binoche, encore au début de sa carrière internationale, n'avait peur de rien, avide de repousser les limites, de se découvrir à travers le jeu. Dès qu'elle mit les pieds sur le plateau de Carax, ce fut comme si elle rencontrait son miroir créatif.
L'air entre eux crépitait d'émotions inexprimées, et il ne fallut pas longtemps avant que leur partenariat professionnel ne se transforme en relation amoureuse. Mauvais sang fut un tournant. Le film, avec ses visuels saisissants, son émotion brute et sa narration avant-gardiste, devint un film culte. Mais plus encore que la reconnaissance critique, il donna naissance à une dynamique entre actrices et réalisateurs qui allait bientôt les captiver et finalement les tourmenter tous les deux. Carax avait trouvé sa muse. Binoche avait trouvé un réalisateur qui osait lui demander de saigner à l'écran. Pourtant, ce qui avait commencé comme une harmonie créative allait rapidement sombrer dans quelque chose de bien plus tumultueux. Leur projet suivant, Les Amants du Pont-Neuf, allait devenir à la fois un triomphe cinématographique et une épreuve personnelle profonde. Le film, centré sur deux amants sans-abri survivant dans les rues de Paris, était ambitieux par son ampleur et émotionnellement brutal. Carax exigeait l'authenticité, construisant des répliques massives du pont, tournant des cascades dangereuses sans doublure, poussant son équipe et ses acteurs à bout. Binoche, toujours l'artiste dévoué, s'y plongea corps et âme. Elle s'immergea si profondément dans le rôle que les frontières entre fiction et réalité commencèrent à s'estomper. Elle ne jouait pas seulement une femme au bord du gouffre, elle était une femme au bord du gouffre. La production s'étira sur des années, minée par les dépassements de budget, les interruptions multiples et l'épuisement émotionnel. Chaque retard, chaque difficulté sur le plateau reflétait les tensions croissantes dans sa relation avec Carax. Ce qui avait été une connexion passionnée se délita lentement sous le poids du perfectionnisme créatif et de la volatilité émotionnelle. Les disputes devinrent routinières. Certains jours, les deux ne se parlaient pas du tout, ne communiquant qu'à travers la lentille de la caméra. L'amour même qui avait nourri leur collaboration commença à se désintégrer sous la pression implacable de l'art. Pour Binoche, l'expérience fut aussi éclairante que destructrice. Dans des interviews ultérieures, elle décrivit Les Amants du Pont-Neuf comme l'un des films les plus importants de sa carrière, artistiquement transformateur, certes, mais aussi personnellement dévastateur. « J'ai tout donné à ce film », déclara-t-elle un jour, « et j'y ai perdu une partie de moi-même. » Le film lui-même, lorsqu'il sortit enfin, fut salué comme un chef-d'œuvre. Le public et les critiques louèrent la performance de Binoche comme déchirante et sans peur. Carax fut déclaré visionnaire, mais derrière les éloges se cachaient les décombres d'une relation qui avait brûlé trop fort et trop longtemps. S'éloigner de Carax ne se résumait pas à mettre fin à une relation amoureuse, c'était une décision dictée par la préservation de soi. Binoche avait compris que, peu importe l'intensité du lien créatif, elle ne pouvait survivre dans un monde où l'amour et l'art s'affrontaient. « J'ai cru un temps que je pouvais avoir les deux », confia-t-elle plus tard. « Mais j'ai appris que parfois, pour survivre, il faut se choisir soi-même. » D'une certaine manière, Carax représentait un paradoxe fondateur pour Binoche. Le réalisateur qui l'avait aidé à débloquer de nouvelles dimensions artistiques était aussi l'homme qui lui avait rappelé le prix à payer quand on se perd de vue. Leur histoire est devenue un symbole, non seulement d'un amour tumultueux, mais aussi de la beauté dangereuse qui naît lorsque la passion et le pouvoir s'entrelacent. Bien que leur relation amoureuse ait pris fin, l'empreinte de leur collaboration demeure gravée dans leurs carrières respectives. Carax allait réaliser d'autres films, souvent dans l'ombre de cet amour mythique. Binoche, quant à elle, allait évoluer pour devenir l'une des actrices les plus polyvalentes et célébrées de son temps, portant les cicatrices de cette période dans chacune de ses performances futures, non pas comme des blessures, mais comme des témoignages silencieux d'un moment où elle s'était entièrement donnée au feu de la création. Leur histoire ne s'est jamais conclue avec un joli nœud. Il n'y eut pas de fin heureuse, pas de réconciliation avec le temps. Et c'est peut-être ce qui la rend encore plus hantante. Dans le paysage de la vie de Binoche, Léos Carax n'était pas simplement un réalisateur. Il était l'étincelle.
le déclencheur, l'homme qui a allumé le feu et, ce faisant, a failli les consumer tous les deux. Nouveaux amours, nouvelle vie. Après la tempête émotionnelle qu'a été sa relation avec Léos Carax, Juliette Binoche s'est retrouvée à un tournant, non seulement en amour, mais dans la vie. Le tourbillon de passion et de fusion artistique qui avait défini ses années avec Carax l'avait laissée exaltée, mais aussi épuisée. C'était comme si elle avait besoin de redécouvrir un rythme plus calme, quelque chose de plus ancré que le chaos de l'amour sur un plateau de tournage. Ainsi, au début des années 1990, Binoche s'éloigna du cœur fébrile des cercles créatifs du cinéma et s'ouvrit à une forme d'intimité différente, une intimité ancrée non pas dans la performance ou la perfection, mais dans la simplicité. C'est durant cette période qu'elle entama une relation avec André Hallé, un plongeur professionnel dont le monde était bien éloigné de l'univers instable du show business. Hallé n'était pas un réalisateur avec une vision à imposer ni un acteur partageant la scène. C'était quelqu'un avec une profonde connexion à l'océan, au silence et à la discipline de plonger dans des profondeurs inconnues. Peut-être que c'était cela l'attrait pour Juliette. Après des années à vivre en sur-régime émotionnel, Hallé représentait une forme de sérénité. Leur romance ne fit pas les gros titres. Elle n'était pas conçue pour les projecteurs, ni ne cherchait l'attention. Mais pour Binoche, elle offrait quelque chose de rare, l'espace pour simplement être. Et de cet amour tranquille naquit quelque chose d'extraordinaire, la naissance de son premier enfant, Raphaël, en 1993. La maternité changea tout. Elle l'ancrait, l'adoucit et élargit sa compréhension de l'amour au-delà des attentes romantiques. Dans des interviews, Binoche a souvent décrit le fait de devenir mère comme une transformation profonde, une transformation qui a modifié ses priorités, son centre émotionnel et même son approche du jeu d'acteur. « Vous n'êtes plus le centre de votre propre monde », a-t-elle dit un jour. Vous commencez à donner d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Bien que sa relation avec Hallé n'ait pas duré, les deux ont maintenu une connexion respectueuse et solidaire, coparentant Raphaël avec une maturité calme qui contrastait avec les enchevêtrements passionnés de ses années précédentes. C'était un rappel que l'amour, même lorsqu'il ne dure pas éternellement, peut toujours laisser derrière lui quelque chose de durable et de beau. Mais la vie, imprévisible comme toujours, avait d'autres chapitres en réserve. En 1995, sur le tournage de Le Hussard sur le toit, Juliette rencontra l'acteur Olivier Martinez. Dès le début, leur connexion était indéniable. Martinez était séduisant, beau, passionné et intensément charismatique. Contrairement à Hallé, il faisait pleinement partie du monde public que Binoche habitait. La presse ne tarda pas à le remarquer. Leur relation devint la matière des tabloïds et des pages de divertissement, les présentant comme le couple en or de la France. Pendant un temps, la chimie était indéniable. Ils apparaissaient ensemble aux premières et aux festivals, leur beauté et leur élégance partagée captivant les fans. Mais en coulisses, la relation était plus complexe. Tous deux farouchement indépendants, artistes à part entière, Binoche et Martinez se retrouvaient souvent en désaccord. Les emplois du temps s'entrechoquaient. Les personnalités s'affrontaient encore plus. Et malgré la passion, ou peut-être à cause d'elle, la relation commença à s'effilocher. En 1997, seulement 2 ans après son début, leur romance prit fin. En réfléchissant à ces années, il devient clair que Binoche était toujours en quête de stabilité, de confiance, d'un amour capable de répondre à sa profondeur émotionnelle sans menacer son autonomie. Chaque relation la rapprochait de la compréhension de ce dont elle avait réellement besoin, même si cela passait par le chagrin. Au milieu de cette turbulence émotionnelle, Binoche ne s'est jamais éloigné de sa carrière. En fait, son travail n'a fait que gagner en résonance. Les personnages qu'elle a incarnés, des femmes blessées, complexes, en quête, semblaient refléter ses propres transformations intérieures.
Que ce soit dans son rôle oscarisé dans Le Patient anglais ou sa performance envoûtante dans Chocolat, Juliette continuait à mettre son âme à nu à l'écran, puisant dans les expériences mêmes qui façonnaient sa vie personnelle. Elle a expliqué un jour « Chaque chagrin, chaque joie, tout cela devient partie intégrante de la tapisserie de qui vous êtes. Et en tant qu'acteur, cette tapisserie est votre don le plus précieux. » Mais alors qu'elle commençait à accepter l'idée que peut-être l'amour était destiné à être éphémère dans sa vie, le destin en décida autrement. En 1998, Juliette rencontra quelqu'un qui allait apporter un tournant surprenant à son parcours. Un collègue acteur, Benoît Magimel. Ils se rencontrèrent lors du tournage de Les Enfants du siècle, un drame historique sur l'histoire d'amour intense et tragique entre les écrivains George Sand et Alfred de Musset. L'ironie n'échappa à personne. Un film sur une romance passionnée et compliquée en déclencha une réelle en coulisses. Magimel était plus jeune que Binoche, mais ce qu'ils partageaient allait au-delà de l'âge. Il y avait des rires, une curiosité intellectuelle partagée et, pour une fois, un sentiment de partenariat plutôt que de compétition. Il respectait son art et elle admirait son intensité silencieuse. Il y avait entre eux une douceur, une volonté partagée de laisser la relation évoluer sans se précipiter vers une fin de conte de fées. En 1999, Binoche devint mère pour la deuxième fois avec la naissance de leur fille Anna. Contrairement à ses relations précédentes, cette phase de sa vie semblait plus complète, plus stable. Il y avait une domesticité, un sentiment de normalité qu'elle n'avait pas connu auparavant. Elle équilibrait la maternité avec sa carrière cinématographique, emmenant souvent ses enfants sur le plateau, déterminée à ne pas laisser le travail la priver de sa présence dans leur vie. Bien que sa relation avec Magimel ait finalement pris fin au début des années 2000, cela ne s'est pas fait avec amertume. Tout comme sa connexion avec Allé, elle a laissé derrière elle un héritage d'amour sous la forme de leur fille et un chapitre de la vie de Juliette qu'elle se remémore avec gratitude plutôt qu'avec regret. Un amour né à l'écran. En 1999, Juliette Binoche fut choisie pour incarner l'écrivaine George Sand dans Les Enfants du siècle, un film retraçant la relation passionnée entre Sand et le poète Alfred de Musset. Son partenaire à l'écran était Benoît Magimel, une étoile montante du cinéma français. Il avait 10 ans de moins qu'elle, était fougueux et débordait de talent brut. À l'écran, leur alchimie était palpable. Hors caméra, cela devint rapidement quelque chose de plus. Malgré la différence d'âge, leur lien était intense. Ceux qui les connaissaient parlaient d'une connexion électrique et étonnamment domestique. Juliette trouva en Benoît une forme de passion brute, sans filtre, profondément authentique. Leur amour grandit vite, et leur famille aussi. En décembre 1999, Juliette donna naissance à leur fille, Hannah. Pendant un temps, il sembla qu'elle avait trouvé une forme de plénitude, l'amour, la famille, la créativité. La presse était fascinée, mais Juliette resta aussi discrète que toujours. Elle n'avait pas besoin que le monde valide ce qu'elle avait trouvé, mais l'amour, surtout celui né dans le tourbillon du tournage, peut être fragile. Quand tout s'est effondré. En 2003, les fissures commencèrent à apparaître. Bien qu'ils s'aimaient profondément, Juliette et Benoît peinèrent à naviguer les réalités de la vie de famille, les pressions professionnelles et les démons personnels. Les malentendus se transformèrent en disputes. La distance s'installa, à la fois émotionnelle et physique. Leur séparation fut discrète, mais douloureuse. Hannah n'avait que 4 ans. Juliette se concentra sur ses enfants et sa carrière, retrouvant le refuge sûr de l'expression artistique. Benoît, cependant, prit un chemin plus sombre. Dans les années qui suivirent leur rupture, il lutta contre des problèmes de dépendance et des ennuis judiciaires, dont un cas très médiatisé de conduite en état d'ivresse et des périodes d'instabilité. Des amis révélèrent plus tard que Benoît ne s'était jamais vraiment remis de Juliette. C'était elle, confia un proche. Il ne l'a jamais dit publiquement,
mais tout son entourage le savait. Et Juliette? Elle avança avec grâce, mais sans jamais ouvrir son cœur de la même manière. Le retour discret du respect. Malgré leur séparation, Juliette et Benoît restèrent liés par leur fille. Au fil des années, il y eut des moments de tension, mais aussi des éclairs de compréhension silencieuse. Ils parlaient rarement l'un de l'autre en public, mais lorsqu'ils le faisaient, il n'y avait aucune amertume, seulement une trace de quelque chose de non dit. En 2023, plus de 2 décennies après le début de leur romance, ils se retrouvèrent professionnellement dans La Passion de Dodin Bouffant. Le tournage fut serein, élégant, un contraste frappant avec les turbulences émotionnelles de leur passé. Les voir à l'écran à nouveau donnait l'impression d'assister à une danse entre deux fantômes. Lorsque Benoît remporta le César du meilleur acteur cette année-là, Juliette partagea un hommage public qui surprit les fans. « Bravo, Benoît. Je suis si heureuse pour toi. Tu le mérites. » C'était simple, sincère. Mais ces quelques mots disaient ce qu'un millier d'interviews n'auraient jamais pu exprimer, la confession inattendue. Puis vint le moment que personne n'avait vu venir. Dans une interview intime, presque chuchotée, Juliette Binoche brisa enfin le silence. « J'ai aimé à plusieurs reprises, dit-elle, mais il y a un homme que je n'ai jamais cessé de porter en moi. Même quand c'était fini, même quand c'était douloureux, il est resté en moi, dans mes souvenirs, dans mon imaginaire, dans ma fille. » Bien qu'elle ne l'ait pas nommé, il était évident de qui elle parlait. Les années, l'histoire, l'enfant qu'il partageait, tout désignait Benoît. « Je crois qu'une partie de moi a toujours espéré qu'on retrouverait notre chemin, poursuivit-elle. Pas nécessairement comme amants, mais comme deux personnes qui se sont aimées profondément et qui s'aiment peut-être encore, à leur manière, dans le silence. » Ce n'était pas un grand geste, ni un appel à la réconciliation. C'était quelque chose de plus courageux, la vérité, dite sans attente. Un amour sans itinéraire. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de silence, Juliette a-t-elle choisi de parler? Peut-être est-ce la clarté qui vient avec l'âge, ou le réconfort de savoir que le temps adoucit même les souvenirs les plus tranchants. Ou peut-être est-ce la prise de conscience que l'amour n'a pas besoin de se terminer pour être réel. Il peut vivre en arrière-plan, sans étiquette, sans revendication, mais indéniablement présent. La confession de Juliette nous rappelle que toutes les histoires d'amour n'ont pas de début clair, ni de fin bien rangée. Certaines restent ouvertes, certaines vont et viennent, reviennent quand on s'y attend le moins. Elles ne demandent ni sympathie, ni applaudissements. Elle offre quelque chose de bien plus rare à notre époque de romances mises en scène et de déclarations sur Instagram. Une vérité brute, imparfaite. Peut-être que dans chaque vie, il existe un amour inoubliable. Peu importe le temps passé, peu importe la distance qui a pu s'installer entre deux êtres. Pour Juliette Binoche, ce n'était pas un conte de fées parfait, mais un souvenir vivant, puissant, qui ne pourra jamais être remplacé. Et parfois, il faut toute une vie pour enfin trouver le courage de nommer cet amour à voix haute. Et vous? Avez-vous déjà porté un amour dans votre cœur qui, malgré les années, reste aussi brut et réel que le tout premier jour? Quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment oublié, même si tout le reste a continué d'avancer? Nous serions ravis de lire votre témoignage. Partagez votre histoire dans les commentaires, à propos de l'amour, des souvenirs et des mots restés tus. Si le parcours de Juliette Binoche a touché quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Merci d'être ici et on se retrouve dans la prochaine histoire, là où les cœurs ont encore tant à dire.